Monsieur le professeur, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Nous allons vous entendre pendant une quinzaine de minutes, si vous le voulez bien, pour que vous nous exposiez votre conception des conflits d'intérêts et surtout des meilleurs moyens de développer la prévention des conflits d'intérêts. Et puis ensuite, on vous posera toutes les questions que nous jugerons opportunes pour que nous puissions éclairer notre lanterne. Très bien. Merci, monsieur le vice-président. Merci, messieurs. Le conflit d'intérêts, selon moi, doit obéir à une définition assez large, c'est-à-dire c'est toute situation dans laquelle un individu est amené à sacrifier un intérêt dont il est le porteur ou le représentant ou qu'il incarne vis-à-vis d'un autre intérêt dont il est également titulaire. C'est donc une définition très très ouverte, mais que j'ai délibérément adoptée pour souligner que nous sommes tous et constamment confrontés à des conflits d'intérêts. Et la plupart de ces conflits d'intérêts ne concernent que notre vie personnelle et nous faisons des arbitrages. Ce soir, vous m'avez invité, je suis venu, j'aurais pu décider de sacrifier cette invitation pour en privilégier une autre, par exemple. C'est un cas archi banal, mais c'est un conflit d'intérêts qui ne pose pas de problème parce que je le résous. C'est au fond le dilemme du fameux opéra de Mozart, Don Giovanni, quand Zerlin dit « vorrei et non vorrei », je voudrais, je ne voudrais pas succomber aux tentations de Don Giovanni. Et donc, nous sommes constamment confrontés à ce genre de situation. Évidemment, le conflit d'intérêts pose problème lorsque l'arbitrage que nous faisons se fait à l'avantage ou au profit d'intérêts qui ne nous concernent plus directement, au moins pour une partie de ces intérêts. Et qu'ils mettent en cause, notamment que ces situations mettent en cause des tiers, soit privés, soit publics. Donc le conflit d'intérêts n'est pas en soi une faute, ce n'est pas en soi un délit, mais c'est simplement, à mon avis, le reflet de la complexité de la vie sociale. En revanche, ce qui est répréhensible ou ce qui est critiquable, c'est d'abord de nier le conflit ou de le cacher. Et je dirais qu'en France, il y a une pesanteur culturelle très très forte qui fait que le conflit d'intérêts est nié et que les personnes qui sont soumises à cette situation de conflit d'intérêts ont tendance à répondre par deux ou trois alternatives. La première qui est de dire « mais j'ai ma conscience pour moi et c'est à moi de décider et d'arbitrer » sans avoir de guide ou d'orientation à suivre. Ou bien c'est de dire « je suis capable de faire la synthèse et de choisir au mieux, de réconcilier au mieux ses intérêts ». Et je crois que c'est la position française traditionnelle qui fait qu'on ne parle du conflit d'intérêts en France qu'à l'occasion de tel ou tel scandale, entre guillemets, qui met en cause éventuellement une personnalité. Et ça se manifeste aussi dans notre législation, notamment dans notre législation répressive. Le conflit d'intérêts n'est pas véritablement codifié. Il y a simplement de temps en temps des délits qui sont reconnus dans telle ou telle circonstance. Certains depuis le XIXe siècle, par exemple. Je ne connais pas la législation précise sur ce point, mais il est admis depuis très très longtemps qu'un professeur, par exemple, ne puisse pas faire passer les examens à ses enfants. Je ne sais pas si c'est une règle conventionnelle ou si c'est une règle qui est inscrite dans un code quelconque, mais en tout cas, c'est bien admis. On admet, parce que ça semble relever du franc bon sens, qu'un avocat ne puisse pas défendre un client et en même temps son adversaire. Mais ça, je crois que il est fort critiquable donc de nier ou de cacher le conflit d'intérêts. Autre élément répréhensible, c'est
justement de sacrifier un intérêt, l'un des deux intérêts qui sont en cause, en déclarant qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que, là encore, on occulte. Et c'est une situation qui est très, très fréquente en France, dans ce qui n'est absolument pas considéré comme un conflit d'intérêts par la classe politique, comme par exemple le cumul des mandats, où, en réalité, un homme politique est confronté à un arbitrage constant entre l'intérêt national et l'intérêt local. Si vous prenez, par exemple, la législation en matière de financement des collectivités locales, de l'avis de tous les experts et des meilleurs experts, la situation est souvent à peu près incompréhensible parce que les lois ont été truffées d'articles ou de cavaliers législatifs, lorsque c'était encore possible, qui vont favoriser les communes à vocation maritime, les communes à vocation, qui reçoivent beaucoup d'étudiants, les communes à vocation touristique, les communes de ceci, les communes de cela. On voit bien, et c'est, je dirais, dans la logique de la politique, que les hommes politiques ont cherché à influer au maximum sur le contenu de la législation, et ils l'ont fait non pas en tant qu'élus nationaux, ils l'ont fait en tant qu'élus nationaux légiférants, mais portant les intérêts des collectivités locales qu'ils représentent. Et c'est là où, très souvent, la classe politique française parle de synthèse. Troisième élément répréhensible, c'est lorsque une personne tire un profit personnel de cet arbitrage au détriment d'intérêts plus élevés. Plus grave encore, le cas où l'on sacrifie un intérêt public dont on a la charge, dont on a la responsabilité, au profit d'intérêts privés ou personnels. J'ajouterais que le conflit d'intérêts, contrairement à ce qui est trop souvent véhiculé par le discours public ou contrairement à ce que l'on voit trop souvent aussi dans la presse, le conflit d'intérêts n'est pas seulement un problème pécuniaire ou un problème financier. Même si c'est souvent la vue qui prévaut en France. Je dirais que le conflit d'intérêts couvre le spectre entier de la vie privée et publique. Et c'est pourquoi, en raison de ce caractère global, le traitement du conflit d'intérêts, à mon avis, doit se fonder sur des principes éthiques plutôt que sur des règles. Il y a une citation d'Albert Camus que j'aime beaucoup, où il écrit dans l'une de ses pièces « Quand on n'a pas de principe, il faut des règles ». Et je crois que justement ce domaine du conflit d'intérêts est un domaine où la régulation, la réglementation trop fine n'arrivera jamais à couvrir l'ensemble des situations multiformes que peut recouvrir le conflit d'intérêts. Si je puis me suggérer quelques éléments de stratégie politique pour affronter cette question, je dirais les choses suivantes. Premier point, on pourrait penser à l'élaboration d'une charte générale. Une charte générale dans laquelle on définit plus précisément ce que le conflit d'intérêts, notamment dans ce qui nous est au cœur de la discussion, c'est-à-dire le conflit d'intérêts entre intérêt privé et intérêt public, ce qui, en quelque sorte, n'est pas permissible. Et jusqu'où peut s'étendre le conflit d'intérêts qu'il touche? Est-ce que l'on inclut la famille, la femme, les enfants? Jusqu'à quel degré de parenté va-t-on descendre? Mais une charte générale. Et puis il serait souhaitable, comme ça existe dans un certain nombre de pays, que l'on laisse le soin à chaque grande administration ou à chaque grand secteur public d'élaborer des chartes particulières à chaque institution publique, ou d'ailleurs privée, parce que le problème se pose aussi dans le privé, avec une large diffusion au sein des groupes intéressés. Troisième point, troisième élément de politique, je crois que ce qui serait fondamental, c'est l'obligation de déclarer les conflits d'intérêts potentiels et ou de signer une déclaration d'absence de conflit dans telle ou telle hypothèse. Je vous ai apporté pour votre curiosité un document que j'ai signé la semaine dernière personnellement et qui concerne, je dirais, une situation
assez banal, mais c'est intéressant. J'étais la semaine dernière au Danemark pour évaluer une université et on m'a fait signer ce document que je vous remets. Et en quoi consistait ce document? Eh bien, il vise à certifier que, en procédant à l'évaluation de cette université, je n'avais pas, par exemple, dans tel ou tel département, des amis particulièrement chers ou des intérêts particulièrement évidents ou des collaborations particulièrement fortes qui seraient susceptibles de biaiser mon jugement. Et donc je crois que, et pendant cette séance, au cours de cette séance, une collègue britannique a interrompu à un certain moment la discussion en disant du bien du département, d'un département concerné, et elle s'est interrompue en disant « Je dois signaler à cet égard que j'ai une collaboration avec le professeur X et que nous travaillons ensemble. » Donc, alors, que signifie cette espèce d'avertissement au public? Cela signifie que, évidemment, toute parole qui sera prononcée par cette personne en faveur, par exemple, de ce collègue ou en faveur de ce département, doit être mesurée à l'aune de l'engagement que cette personne peut avoir. Alors, je crois que ce qui est intéressant, c'est, parce qu'encore une fois, on ne peut pas couvrir toutes les situations de conflit d'intérêts, ce qui est intéressant, c'est le fait de déclarer que l'on pourrait avoir, dans l'expression de son opinion ou dans l'expression de sa décision, un comportement biaisé du fait de ces liens qui peuvent être des liens affectifs, qui peuvent être des liens financiers, qui peuvent être des liens de collaboration professionnelle, par exemple. Quatrième élément possible, on pourrait songer évidemment à instaurer une autorité ou une commission chargée d'examiner les cas litigieux et éventuellement de saisir le juge. Je crois que c'est une éventualité. Mais personnellement, je ne serais pas trop favorable à une commission ou un comité qui aurait pour objet d'examiner de manière préalable, je dirais, tous les conflits d'intérêts possibles et imaginables qui pourraient affecter la classe politique, les fonctionnaires, etc. Je crois que cette commission serait submergée après 2 jours d'existence. Donc je crois que ce qui est important, plus qu'une législation complexe, à mon avis, c'est de mettre en place des lignes directrices fondées essentiellement sur l'idée de transparence. Mais là, nous avons évidemment beaucoup de chemin à faire parce que au cours de ma carrière passée, j'ai eu à présider énormément de jurys de recrutement dans lesquels il y avait souvent 3, 4, 5 nationalités différentes. Et j'ai constaté que la notion de conflit d'intérêts était soulevée presque exclusivement par les Britanniques et un peu par les Scandinaves. Comme si au-dessous de cette latitude, il n'y avait plus, je dirais, le conflit d'intérêts n'est pas perçu. Ce n'est pas que les personnes cherchent à cacher quelque chose, il n'est tout simplement pas perçu. Ceci dit, et je conclurai là-dessus, je crois que, bien sûr, votre commission a pour objet d'examiner les conflits d'intérêts qui concernent en particulier la sphère publique, mais je crois que dans le cadre d'une réflexion générale, il ne faut pas peut-être oublier de dire qu'il y a des conflits d'intérêts qui sont des conflits d'intérêts privés-privés. Par exemple, le caractère extrêmement, restreint du recrutement des membres des conseils d'administration des grandes entreprises françaises, mais la plupart de ces membres des classes dirigeantes économiques dans des conflits d'intérêts potentiels considérables, parce que, bien entendu, une entreprise X peut avoir un intérêt à aller dans une certaine direction et le membre du conseil d'administration, lui, pourrait, en raison d'autres intérêts, je dirais, critiquer ou contrer Il y a en France, tous les ans, un conflit d'intérêts absolument massif que tout le monde généralement dénonce, mais sur lequel on ne fait rien, qui sont les prix littéraires, dans lesquels vous avez les mêmes personnes qui sont à la fois dans les maisons d'édition, dans la presse, critiques littéraires, auteurs,
lecteurs de maisons d'édition. Et évidemment, nous sommes dans des situations incestueuses, absolument inimaginables, je dirais, dans d'autres pays. Nous avons des conflits d'intérêts qui sont des conflits d'intérêts privés-publics. Là, les exemples potentiels sont multiples. C'est le cas du maire entrepreneur, par exemple. Mais ça peut être aussi le cas du maire propriétaire foncier qui peut organiser éventuellement le plan d'occupation des sols de manière telle qu'il y retrouve quelques avantages. Alors, on ne peut pas évidemment empêcher le maire de travailler. S'il est entrepreneur, il doit vivre. Mais il devrait à chaque fois déclarer le conflit d'intérêts et éventuellement se retirer de la délibération ou de la décision lorsque l'on vient à discuter ou à décider sur des objets qui le concernent au premier chef. Et puis, il y a enfin des intérêts des conflits d'intérêts qui sont publics. Lorsque le général de Gaulle avait instauré le régime des incompatibilités ministérielles, des incompatibilités entre fonctions ministérielles et fonctions parlementaires, c'était bien avec cette idée qu'il y avait une sorte de conflit entre l'intérêt porté par un député qui représente d'abord sa circonscription, même si la fiction veut qu'il représente la France entière, et les fonctions de ministre. Et je me répéterai sans cesse, sans espoir d'être écouté, mais le cumul des mandats est pour moi l'incarnation la plus formidable, la plus extraordinaire, la plus volumineuse du conflit d'intérêts. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que les gens soient des malhonnêtes, mais si on veut faire vraiment une définition du conflit d'intérêts, ceci est un conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, peut-être suis-je trop long ? Le conflit d'intérêts public-privé peut aussi apparaître avant la prise de fonction et devrait entraîner la démission de certains postes ou fonctions préalablement à la nomination. Par exemple, il y a eu un cas il y a quelques années d'une commissaire hollandaise qui avait été chargée du portefeuille de la concurrence, et on s'est aperçu qu'elle elle appartenait au conseil d'administration de pas mal de grandes entreprises multinationales. Et cette brave dame a été contrainte de démissionner de ses conseils d'administration, car effectivement, il y avait conflit d'intérêts. Et bien sûr, ce conflit peut se poursuivre postérieurement. Et là, je dois dire que la situation est souvent assez hypocrite. Par exemple, l'Union européenne a des règles assez strictes sur l'acceptation de fonctions qui pourraient avoir été, disons, en contradiction avec ou influencées par le mandat passé exercé en tant que commissaire. Je dois dire que jusqu'ici, je ne suis pas impressionné par, je dirais, l'application de cette règle. En France, on sait que le même problème s'est posé à propos du pantouflage des fonctionnaires. Des progrès ont été accomplis. Je pense qu'il y a encore aussi des progrès à faire. Alors, et je conclurai, la première chose, c'est une prise de conscience. Et accepter que le conflit d'intérêts soit une situation non pas a priori condamnable et répréhensible et que l'on doit réprimer, mais accepter d'abord que le conflit d'intérêts est une réalité de notre vie sociale, mais que simplement cette réalité pose problème. Le deuxième point, j'insiste, il faut favoriser la déclaration et la transparence. Car, encore une fois, ce n'est pas le conflit qui est anormal, c'est le fait de ne pas le reconnaître ou de le cacher. Troisièmement, des mécanismes légers de contrôle et obligation de faire cesser le conflit lorsque l'intérêt public est en cause. En conclusion, disons, je dirais que je ne suis pas très optimiste sur la possibilité d'affronter de manière approfondie et sereine en même temps le conflit d'intérêts en France, parce que je crois que notre culture va à l'encontre d'un concept et d'une notion qui est d'importation, je dirais, anglo-saxonne. La culture dominante en France est celle du conflit d'intérêts nié. Et c'est cette culture qu'il faut sans doute changer, mais une culture qu'il faut changer sans, encore une fois, criminaliser
au départ cette situation de conflit d'intérêts, mais simplement souligner qu'il y a des conflits d'intérêts qui sont inacceptables et qui sont répréhensibles. Donc, voilà, Monsieur le Président, Messieurs, quelques réflexions sur cette notion ô combien large et ô combien difficile à cerner. Merci, merci Monsieur le Professeur. Je vais peut-être vous poser, donc, avant d'aller dans le vif du sujet sur la mise en œuvre de déclarations d'intérêt, dans vos écrits, vous opposez la France qui souffre de l'ignorance ou qui est dans le déni du conflit d'intérêts, ce que vous venez de redire, et le monde anglo-saxon qui est, lui, davantage pétri de cette culture du conflit et de la prévention du conflit d'intérêts. Et à la lumière de l'actualité récente, est-ce qu'on peut dire que la vie publique, finalement, est plus conforme à l'éthique dans les pays qui ont mis en œuvre cette prévention? Comme je vous disais tout à l'heure, il y a aussi de l'hypocrisie. Parfois, je ne suis pas sûr que le fait d'affronter le conflit d'intérêts ait réglé tous les problèmes, notamment parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, dans les pays anglo-saxons et surtout aux États-Unis, la frontière entre, disons, le monde de l'économie et le monde de la politique est sans doute beaucoup plus poreuse qu'elle ne l'est en France, où, en définitive, la classe politique émane plutôt, par exemple, de la fonction publique, ou bien de profession libérale, ou bien de l'enseignement. En France, très souvent, les grands patrons qui se lancent dans la politique sont plutôt rares, alors que ce n'est quand même pas, ce n'est pas aussi rare aux États-Unis. Donc il y a une différence assez profonde de ce point de vue-là. Mais c'est vrai aussi que, comme culturellement, ce concept est beaucoup plus sensible, il est beaucoup mieux perçu, les sanctions sont également plus fortes. Je ne parle pas de sanctions pénales, je parle simplement de sanctions de l'opinion qui ne tolèrent pas ou qui n'acceptent pas certaines violations de ces conflits d'intérêts. Si par exemple on lit la presse économique anglo-saxonne, les journaux, le Financial Times par exemple, ou même le Wall Street Journal, ne cessent pas de dénoncer certaines situations qui sont d'ordre conflictuel. Dans vos écrits, et notamment dans La corruption de la République, vous semblez concevoir la régulation des conflits d'intérêts essentiellement comme un moyen de prévenir la corruption. Et est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un lien étroit entre le conflit d'intérêts et la corruption? Quel est le rapport? Qu'est-ce que vous mettez disons que c'est une sorte de pente glissante sur laquelle il est facile, dans mon livre qui date de 92, oui. Et je dirais que la situation n'a pas beaucoup changé, hélas, oui, finalement, depuis 92. C'est la remarque que je faisais. Oui. Donc, à l'époque, le grand scandale était le scandale du financement du financement des partis politiques, et Dieu merci, on a fait des progrès dessus. Mais ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était le glissement qui s'était produit au niveau des élus locaux dans l'application du Code de l'urbanisme. À l'époque, les communes étaient souvent désargentées, elles avaient beaucoup moins de ressources qu'aujourd'hui, elles avaient à faire face à des investissements considérables, et elles ont été tentées de monnayer les droits à construire contre ce qui leur paraissait parfaitement noble et logique et dans l'intérêt des finances de la commune, c'est-à-dire je vous donne le droit de construire un supermarché, mais vous allez me faire un bout de route, ou vous allez me couvrir l'école, etc. Et je crois que là, les maires ont mis le doigt dans un engrenage qui ensuite a pu leur faire accepter
que les partis pouvaient ajouter, si je puis dire, une couche à cette négociation, en quelque sorte, du droit, parce que ça devenait une négociation du droit, ça devenait un échange sur la règle. Et donc, je crois que le conflit d'intérêts n'est pas forcément synonyme de corruption, parce que le conflit d'intérêts peut concerner par exemple, l'influence que vous exercerez en utilisant vos fonctions publiques pour placer vos enfants ou pour, je ne sais... Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt pécuniaire. Mais c'est vrai que l'absence de transparence, la négation du conflit d'intérêts peuvent être source de corruption. Même si je crois que le problème va très, très, très au-delà de la corruption. Vous semblez regretter un certain laxisme de la commission de déontologie, me semble-t-il. Et donc, pensez-vous que les règles relatives au pantouflage, notamment au pantouflage des agents publics, doivent être plus strictes? Il y a eu un progrès avec la constitution de cette commission de déontologie. Je crois qu'il y a eu des cas récents où la commission de déontologie aurait pu se prononcer et n'a pas eu l'occasion de le faire, ce qui témoigne, je dirais, des limites de cette commission. Nous avons beaucoup de commissions qui ont été créées en France et qui n'ont pas les moyens qui n'ont pas les moyens de fonctionnement de leur mission. Je pense par exemple à tout ce qui concerne le contrôle du patrimoine des élus. En réalité, et encore une fois, je ne suis pas de ceux qui suspectent et qui pensent que, etc. Mais cette instance n'a pas véritablement les moyens de faire le travail. Et je me souviens il y a eu un moment en Italie où il a été question de faire une sorte de rendre obligatoire les déclarations de revenus et les déclarations de patrimoine pour tous les hauts fonctionnaires. Ça concernait près de 30 000 personnes. Et moi, je leur ai dit tout simplement, vous êtes fous. Vous êtes fous parce que vous allez être obligés d'emmagasiner des tas de données que vous ne serez pas en mesure de contrôler. Et je crois qu'on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque citoyen, fût-il un homme public. Il faut aussi, je dirais, faire reposer le système sur la confiance. Et pour cela, je crois plus personnellement à des codes d'éthique, à des chartes, et puis à la transparence. Et évidemment, lorsque on constate qu'il y a une violation par la personne des déclarations, là, je suis en faveur de sanctions fortes, parce qu'il y a mensonge, il y a tentative de dissimulation, mais pas une chasse aux sorcières et pas des commissions qui, encore une fois, ne seraient pas en mesure d'exercer le type de responsabilité. Par exemple, je vous ai donné ce modèle tout à fait restreint de la Suède, d'une université. Bon, j'ai signé ce papier. Personne, évidemment, n'a été chercher à contrôler si je n'avais pas un cousin, un beau-frère ou des amis dans le département. Mais s'il s'avérait que le fait fut démontré, alors il pourrait y avoir des sanctions ou, je dirais, j'y perdrais ma réputation d'enseignant. Et évidemment, c'est quand même quelque chose auquel normalement on tient. Quand vous parlez de déclaration, du coup, quel en serait le champ? Vous dites 30 000 personnes en Italie, c'est trop. Quel est pour vous le champ pertinent? Alors bien, on sait bien qu'il y a des secteurs dans lesquels il faut qu'il y ait des mesures très spéciales, par exemple dans le domaine de la santé publique, le médicament. On a déjà entendu le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Mais d'une manière générale, quel serait le cercle pertinent des personnes assujetties? Dans ma conception, le cercle est assez large. Oui. Il est assez large, mais ce qui ne signifie pas qu'il entraîne, je dirais, des déclarations... je pense qu'il serait normal que chaque institution publique, par exemple, ait un code qui serve de référence
Et le fait d'avoir ce code, de le rendre public, d'en parler, de le mettre sur le site Internet, de demander aux personnes dans des circonstances spécifiques de signer une déclaration comme quoi ils ne sont pas dans ce cas-là dans une situation de conflit d'intérêts me semblerait suffisant. Donc le potentiel concerné peut être très large, mais par, je dirais, avec des règles relativement légères et encore une fois, on n'empêchera pas à 100% des situations répréhensibles et condamnables. L'objectif, c'est simplement de faire prendre conscience et de limiter au maximum. Parce qu'on le voit bien, y compris dans les situations récentes, ce qui pose peut-être le plus problème, ce n'est pas la réalité ou l'absence de conflit d'intérêts, ce n'est pas à moi d'en juger, mais c'est le déni. C'était le déni. Et on peut se poser des questions sur ce déni. Et dans les dernières nouvelles d'Alsace, vous avez déclaré que les conjoints et les enfants des responsables publics pouvaient également être concernés par la prévention des conflits d'intérêts. Alors comment définir le cercle des proches ? Oui, là encore, je dirais femmes et enfants, ça suffit sans doute. Mais pour vous dire combien nous sommes loin, très très loin d'un monde idéal dans lequel on éviterait des conflits d'intérêts entre les proches, combien d'hommes politiques en France utilisent-ils comme assistants parlementaires des membres de leur famille? Et là, on est dans des situations qui, dans beaucoup de pays, seraient considérées comme des situations de népotisme. Donc nous sommes très très loin d'une situation idéale. Mais je crois que femmes et enfants devraient, si je puis dire, ou ascendants et descendants en première ligne devraient suffire, mais qu'il est très simple de prévoir que si des ascendants ou des descendants ou des collatéraux sont susceptibles de créer des situations de conflit d'intérêts, l'intéressé doit le déclarer. Je crois que c'est... Mais encore une fois, c'est un système qui doit être basé sur la confiance, ça ne doit pas être un système policier, et ce n'est que quand la confiance est rompue, c'est que lorsqu'il y a mensonge, que la sanction doit éventuellement venir. Très bien. Monsieur le Premier Président. Oui, monsieur le professeur, j'entends votre raisonnement qui consiste à dire qu'il faut mieux des principes éthiques plutôt que des règles. Mais à un moment donné, il faut bien des règles quand même pour faire en sorte que les principes éthiques trouvent une traduction. Alors, quels sont les... D'ailleurs, dans les exemples que vous avez cités, il suffirait d'une loi pour éviter qu'on se retrouve dans une situation de conflit d'intérêts que vous constatez. Sur le cumul des mandats... Bon, vous dites qu'il suffirait d'une loi, mais oui, c'est un... oui, pas si simple. Ouais. Non, ce n'est pas si simple. Mais pour vous, quelles sont les règles? Alors, puis vous avez ajouté, puis il ne suffit pas de règles, parce qu'on constate en certaines circonstances qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, donc les règles ne sont pas appliquées. Alors, nous, on est chargé de formuler des propositions, d'essayer de dépasser ce pessimisme auquel vous semblez vous soumettre, en disant que c'est un problème culturel. Donc, comme c'est un problème culturel, que peut-on faire? Quelles sont les règles minimum? Quelles sont les quelques modifications législatives qui, en France, vous paraissent devoir s'imposer pour que, justement, on évite de se trouver dans la situation dans laquelle nous sommes? Vous savez, en ce qui concerne les règles, on peut faire très simple, c'est-à-dire vous prenez par exemple la législation applicable à la Chambre fédérale canadienne, pour prendre un exemple. Je ne parle pas de la Suède parce qu'il y aurait probablement un problème de traduction, mais les règles canadiennes sont en anglais et en français, deux langues quand même assez facilement accessibles. Et on voit à partir de là ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Pour vous, qu'est-ce que vous proposeriez? Vous auriez à refaire un livre. Oui. Et vous auriez à formuler quelques propositions pour faire en sorte justement que ces problèmes auxquels vous dites nous sommes confrontés en France, et manifestement c'est effectivement le cas,
on ne puisse ne pas se retrouver dans cette situation. Quelles sont les 3, Bien, 4, 5 règles? Il faut d'abord définir quelles sont les personnes qui sont visées par les règles. Oui, mais Bon. qui, justement, vous, Oui. qui proposez-vous? Mais moi, encore une fois, j'ai une définition large. Par exemple, je vais partir du bas et on peut monter ensuite les échelons. Mais par exemple, je trouve il serait logique qu'une université, qui est une institution en France, qui est une institution publique, ait un code d'éthique sur les conflits d'intérêts. Je trouverais ça normal. Parce que j'ai dit, par exemple, tout à l'heure, qu'il était, je dirais, conventionnellement, ou peut-être même en vertu de règles, il était prohibé de faire passer l'examen à ses enfants ou à ses proches. Mais entre cette situation sur laquelle, je dirais, tout le monde s'accorde, et puis d'autres situations qui sont plus grises, là, c'est le flou. C'est le flou. Il y aurait à dire et à faire beaucoup en matière universitaire sur les conflits d'intérêts des enseignants dans certaines situations. Mais c'est pour cela, je crois que, à part une charte éthique très générale qui définit ce qu'est le conflit d'intérêts et quelles sont les personnes concernées et quelles sont les sanctions éventuelles et les organismes chargés éventuellement d'évaluer le conflit, à part ces règles générales, je crois qu'il serait bon, vous voyez, si je reprends le document suédois, il dit, la loi suédoise sur la procédure administrative prévoit les conflits qui concernent les intérêts privés, l'engagement personnel et les liens familiaux. C'est un premier type de conflit. Les conflits qui concernent la représentation légale, les conflits qui tournent autour des rôles organisationnels, qui serait un peu notre cumul des mandats, si je puis dire. Les conflits qui impliquent des agents ou des personnes à qui l'on a délégué des pouvoirs et qui peuvent elles-mêmes se trouver dans des situations de conflit d'intérêts. Et puis, vous avez une catégorie très générale, ce sont les conflits qui concernent des circonstances particulières. Et moi, je tombais dans les circonstances particulières, c'est-à-dire que j'étais un universitaire qui avait à évaluer d'autres universitaires, et il aurait pu se faire que parmi ces universitaires, il y ait, encore une fois, de très bons amis, des parents, etc. Donc, vous avez là, vous voyez, ça tient en 2 pages, vous avez des catégories, vous avez une définition, et simplement, moi, je déclare que je ne suis pas concerné par cela. Vous voyez que c'est quelque chose qui est extrêmement simple, et personnellement, je suis plus favorable à cette informalité qu'à des règles strictes avec il est interdit, il est interdit, il est interdit. Si vous violez l'interdiction, vous êtes passible de peine de prison ou de je ne sais quoi, ou de la déchéance de je ne sais quoi. On sait que ça ne fonctionne pas. Et pour aller au-delà de ça, vous avez évoqué tout à l'heure le général de Gaulle. Le régime d'incompatibilité des ministres, oui, vous paraît-il aujourd'hui suffisant? Est-ce que pour vous, il doit y avoir aussi un régime d'incompatibilité concernant les membres de cabinet, concernant quelques hauts fonctionnaires? Est-ce qu'au niveau des régimes d'incompatibilité, là, ça vous paraît matière à formuler des propositions plus fortes que celles qui peuvent exister aujourd'hui? Oui, il y a indéniablement, je dirais... Mais en ce qui concerne les membres des cabinets, qui sont en général, malgré tout, des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, les règles, par exemple, du pantouflage ou du passage dans le privé s'appliquent à eux. En revanche, je trouve qu'en ce qui concerne les parlementaires, on est devenu un petit peu laxiste sur le conflit d'intérêts. C'est pas dans notre champ, mais je sais que c'est pas dans, mais pour les ministres. Ça me permet de dire qu'on en revient un peu à la situation de la Troisième République, dans laquelle l'Assemblée était dominée par les avocats. Et je ne suis pas sûr que le cumul de la fonction parlementaire et de la fonction d'avocat soit la meilleure des choses. Bon, encore une fois, ça ne veut pas dire que ceux qui cumulent soient des criminels, mais je trouve qu'en principe,
Personnellement, si vous voulez. Personnellement, et ça c'est un principe, je suis hostile au cumul de trop nombreuses fonctions ou de trop nombreuses charges pour des raisons à la fois de principe, pour des raisons éthiques et pour des raisons tout simplement fonctionnelles. Les jours n'ont que 24 heures et nous n'avons qu'une vie et on ne peut pas faire bien 10 choses à la fois. C'est pour ça que je suis par exemple très critique vis-à-vis du fait que les universitaires peuvent aussi être avocats, comme les parlementaires. Non pas que ça soit incompatible, mais je crois que l'on devrait ériger dans ce cas-là une règle selon laquelle un universitaire qui est avocat travaille à mi-temps. Sinon, dans votre livre, je crois que vous citez l'exemple anglais où lorsqu'on embrasse entre guillemets une fonction gouvernementale, une fonction ministérielle, ça coupe obligatoirement le lien avec la fonction publique. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui devrait exister en France? C'est-à-dire qu'un ministre, par exemple, s'il est fonctionnaire, il doit démissionner. Et pour le restant de ses jours. Oui. Et pour le restant de ses jours, oui. Non, si je rêve, oui. Je suis d'accord, si je rêve, oui. Mais je crois qu'une proposition, si vous faites une proposition comme celle-là, elle appartiendra au domaine du rêve. Voilà, alors qu'est-ce qui vous apparaît réaliste comme proposition à faire en la matière? Ce qui m'apparaît réaliste, c'est vraiment de faire un effort d'éducation. Parce que nous n'allons pas ici discuter d'affaires récentes, y compris celles qui ont motivé peut-être, disons, la mise en place de cette commission. Mais encore une fois, ce qui m'a frappé le plus, c'est le déni. Il n'y a pas de problème. Et l'attitude de la personne en considération n'est pas extraordinaire. Elle est dans la normalité du comportement français. Elle est dans la normalité. J'ai des amis qui sont des élus locaux ou nationaux qui ont failli se brouiller avec moi parce que je dis tellement de mal du cumul des mandats. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a potentiellement un conflit d'intérêts. Ils n'arrivent pas à le comprendre. Monsieur le Premier Président. Donc ça voudrait dire que les Français n'ont pas de principe et il leur faut des règles. Oh non, ils en ont déjà tellement des règles. Les Français ont aussi des principes, mais peut-être que sur certains... Je crois que nos civilisations catholiques sont encore marquées par l'époque des indulgences. Et que l'on rachète ses fautes en payant l'indulgence au pape. Nous ne sommes pas dans des situations puritaines à l'anglo-saxonne, où on est face à sa conscience, il n'y a pas de pape pour vous racheter. Et dans un pays que je connais bien pour y avoir beaucoup vécu, l'Italie, alors là, on est encore dans le domaine de la bulle papale. Et le conflit d'intérêts, on en parle beaucoup, et il est totalement ignoré, à commencer par le sommet. Je ne vais pas parler du sommet absolu du président, mais au-dessous, oui. Nous sommes dans une situation de conflit d'intérêts total, tous les jours, quotidien. Et évidemment, il y a une contamination de l'esprit public qui est déplorable, parce que l'exemple vient d'en haut. Alors, je crois il y a beaucoup à faire en matière, encore une fois, d'éducation, d'information et de transparence. Et si on fait ça, on ne fera peut-être pas de grandes réformes, je suis désolé, mais on aura peut-être fait un pas en avant. Vous voyez, s'il y a eu un domaine qui a été extrêmement réglementé, extrêmement légiféré, c'est le domaine du financement des partis politiques. Et il y a eu des progrès, mais on n'a pas non plus empêché toutes les dérives. Oui, mais vous constatez vous-même qu'il y a des progrès, donc il y a des lois qui pourraient permettre des progrès. Il y a des progrès, oui, mais bien sûr, il y a des progrès. Mais une de mes citations favorites est celle de ce cher Alexis de Tocqueville, que je cite dans mon livre, la règle est rigide et la pratique est molle. Et Tocqueville a tout dit sur la France. Ah oui, ça avec... Merci, Monsieur le Premier Président. Merci. Bien. Bon, monsieur le professeur, nous vous remercions d'avoir consacré ce temps à cette audition. Merci beaucoup.